Mes amis, bien le bonjour. Intel, le fabricant de processeurs, va supprimer 15 000 emplois. Qu'est-ce qui se passe vraiment? En fait, vous savez, par le biais de mon canal questions-réponses, je me suis retrouvé à recevoir plus de questions-réponses, enfin plus de questions sur le monde du travail qu'autre chose. Donc j'ai commencé à discuter avec des gens qui travaillent pour des milliers d'entreprises et je réponds à beaucoup de gens chaque jour. Donc, et on parle des fois argent, on parle revenu, on parle ce qui se passe. Et ceci m'a donné une vision du monde de l'entreprise aujourd'hui, où j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui se fait de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les gens qui sont payés à la commission touchent que leur salaire de base. Il n'y a plus de commission depuis longtemps. Les entreprises ne sont pas en train de faire rentrer de l'argent dans un marché où chacun veut réduire les coûts. Hein, vous voyez ce que je veux dire? On a un marché qui est en crise. Dès que tu parles à quelqu'un, il dit oui, les projets, on les a gelés. Ah oui, on avait des investissements prévus pour cette année, mais on se dit peut-être l'année d'après ou celle d'après. Les équipes, oui, malheureusement, on avait un gros projet, mais tout le monde a été viré. On a une équipe de quelques personnes, on ne sait pas trop quoi faire. C'est la situation d'aujourd'hui. Donc, comment on peut faire de l'argent dans une situation pareille? Et ça frappe Intel, mais ça frappe d'autres. Parce que quand vous regardez les sites qui vous parlent de personnes qui ont été virées, qui vous font un petit peu le compte, vous avez Google, Salesforce, vous avez Amazon, IBM, Oracle, tout ça. Tous les grands noms qui vous viennent à la tête aujourd'hui de l'industrie informatique, mais ça va au-delà, sont aujourd'hui en train de virer les gens par milliers. Je ne compte pas, rien que dans mon LinkedIn, je ne compte pas le nombre de personnes qui sont parties à la retraite anticipée. Je compte pas le nombre de personnes qui écrivent « Oui, voilà, je cherche un nouveau travail » et tout ça. Et malheureusement, toutes ces personnes qui cherchent un nouveau travail vont arriver dans un contexte, aujourd'hui, où il y a peu de positions, peu de jobs qui sont ouverts et qui sont chassés par des milliers de personnes qui veulent trouver un travail. C'est réellement, nous sommes en train d'aller vers un bain de sang sur le plan professionnel. Que s'est-il passé? Il y a un truc très important qui s'est passé en 2008. C'était une crise économique majeure. Je pense que ceux qui étaient là à l'époque s'en rappellent. C'était une crise qu'on a appelée des subprimes, si vous voulez, en deux mots. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de... Parce que vous savez, les banques, qu'elles soient aux États-Unis ou ailleurs, mais ça a commencé aux États-Unis, mais ça a contaminé le reste. Les banques vivent de crédit. Elles ont une addiction au crédit. Elles veulent pas garder l'argent, elles veulent pas garder le cash. La banque, ça n'intéresse pas d'avoir des milliards dans ses comptes. Ce qu'elle veut, c'est que cet argent sorte, soit prêté à des gens. Et qu'après, ces gens deviennent tous des esclaves qui payent. D'ailleurs, ceci est en train de tuer l'Occident. Ce système, honnêtement, j'ai compris quand je regardais ces crises et l'impact profond qu'elles peuvent avoir sur la société. Malgré toutes les critiques que j'ai pu formuler sur l'islam et tout ça, il y a un truc que je ne critique pas, c'est l'interdiction de l'usure. L'interdiction du prêt. De prêter de l'argent contre un intérêt. L'argent n'a jamais été pensé pour ça. L'argent a toujours été pensé comme un moyen d'échange de commodités. Je te vends quelque chose, tu me donnes de l'argent. Je te vends, je sais pas moi, je te vends un livre, tu me donnes de l'argent. Moi, avec cet argent, je vais peut-être à la boulangerie, je lui donne cet argent, il me donne du pain. Donc on a un échange. L'argent est un moyen d'échange. Or, le prêt est une circulation d'argent sans qu'il y ait d'échange. On n'a pas d'échange de commodités, on n'a pas d'échange de services. L'argent existe pour l'argent maintenant. Et ça dynamite les bases d'une civilisation depuis l'intérieur. Pourquoi? Parce que quand on a... Il faut pas voir... il faut pas le voir sur le plan de... On a une entreprise, enfin on a une banque, là ils sont dans le coin de rue, ils prêtent de l'argent à travers des cartes de crédit ou à quelqu'un pour acheter une voiture. Il faut pas le voir comme ça, c'est beaucoup plus profond. Les banques par exemple, ou les instituts financiers ou les autres instituts qui s'occupent que de prêts, veulent que leur prêt, que le marché du prêt s'élargisse partout. Or, un des moyens de le faire, c'est faire ce qu'on appelle la financiarisation. Ça signifie transformer tout en service financier. Je te donne un exemple ici au Royaume-Uni, mais tu peux le retrouver partout ailleurs. On vend les crèches.
Toutes les crèches sont vendues. Elles se transforment en services financiers. On vend les écoles. Elles deviennent des écoles maintenant qui appartiennent, qui sont gérées plus par l'État, mais par des groupes privés. On vend les cabinets médicaux. Et tout ça devient une raison de créer du flux financier et devient une raison aussi de créer de la dette. Et donc de la dette, il y a un intérêt. On réfléchit plus en termes de services publics, on réfléchit plus en services régaliens, on réfléchit uniquement en possibilité de créer de la dette. Je te donne un exemple. Pourquoi, par exemple, il y a un grand retard aujourd'hui technologique qui est de plus en plus visible dans les pays occidentaux? Pourquoi? Tu regardes ici, je suis au Royaume-Uni. Par exemple, la majorité des médecins sont des Indiens. Tu vas à la caisse du supermarché, la majorité des gens qui travaillent à la caisse sont des Britanniques nés ici. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux expliquer ça? Il y a quelque chose de bien réel. Je critique pas les Indiens d'étudier médecine chez eux et après vouloir se donner le maximum de chance et d'être payé mieux et de venir en Europe ou d'aller à Dubaï ou autre. Je leur reproche pas ça. Il y a un marché libre, ils font ce qu'ils veulent. Mais je constate quelque chose. J'ai travaillé dans des entreprises, j'étais dans des floors où pratiquement tout le monde avait un salaire proche ou même supérieur à 100 000 euros. Il n'y avait pas un seul Anglais parmi nous. Pas un seul. On venait tous d'endroits différents. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je te dis ce qui se passe. Et ça date pas d'hier. Là où tu prends des pays comme la Russie, l'Inde, la Chine, où on considère que, par exemple, former des médecins, former des ingénieurs, former la jeunesse, qui sera la génération de demain, on considère que ceci est un rôle régalien essentiel de l'État. Peu importe ce que ça coûte, peu importe comment on le finance, on emprunte l'argent, on l'imprime, on se débrouille, on le ramène de la fiscalité, ce n'est pas important. Les gens doivent étudier. On les fait étudier gratuitement. Il y a plein de pays, tu peux devenir ingénieur gratos. Complètement gratuitement. Il y a même des pays où on les paye pour cela. Qu'est-ce qu'on fait au Royaume-Uni? Qu'est-ce qu'on fait aux États-Unis, par exemple? On a financiarisé les études. Ça signifie aujourd'hui, tu veux étudier, eh bien, les universités demandent des chiffres, des prix. Il y a des universités où l'année te permettra d'acheter une maison dans certains endroits. Ça pousse les gens à s'endetter. Ça pousse les universités à créer tout un catalogue d'études très souvent inutiles qui sont là juste pour attirer des gens qui auraient peur d'études médicales ou engineering ou autres. Donc ils vont vers des études simples mais qui vont donner un papier qui vaut rien. Et tout le but du process, c'est financiariser les études pour créer du prêt. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à la fin, on va arriver à quoi? À la fin, on va arriver à, quand on regarde en Chine ou on regarde en Russie ou autre, on va voir que les gens, ces pays, forment beaucoup plus d'ingénieurs. Rien que dans les années 60, par exemple, la Russie formait 3 fois plus d'ingénieurs que les États-Unis. Tu vois ce que je veux dire? 3 fois plus. Aujourd'hui, ils doivent être un rapport de 1 à 10. Tu vois. Et c'est pareil pour la Chine. On est en train d'utiliser, tout devient une raison de créer de la dette. Les études supérieures deviennent un privilège de caste. Et donc, on est content d'avoir des privilégiés. Donc les privilégiés sont très contents que leurs enfants soient les seuls à aller étudier. L'ascenseur social est en panne, ils sont très contents. Comme ça, ils restent entre eux dans les sphères dirigeantes, que ce soit de l'économie ou de la politique ou autre. Ils sont très contents d'être juste entre eux. Mais en réalité, on est en train de s'aborder le pays. On est en train de s'aborder le pays en tant que civilisation. Si ce système se perdure sur des générations et on arrive à un moment donné où on n'a pas un seul citoyen qui saurait poser correctement une échelle contre un mur. Ou si on veut poser une échelle contre un mur, on est obligé d'aller chez un autre peuple qui forme ces gens et leur dire envoyez-nous des gars. Sauf que les gars, à un moment donné, il faut les payer. Si on ne produit plus rien parce qu'on est incapable de produire quoi que ce soit, il viendra le moment où on ne pourra plus les payer. Il viendra le moment où on va crever tous ensemble comme si on était revenu au Moyen-Âge. On sera incapable de tondre un mouton. Vous voyez? Donc, je disais, en 2008, il y a eu une crise. Mais la crise ne date pas de 2008, elle date de bien avant. Ça signifie elle s'est constituée bien avant. On a commencé à vouloir élargir le marché du prêt.
Donc pour élargir le marché du prêt, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à prêter de l'argent à des gens qui n'étaient pas nécessairement solvables. Mais la banque, ce qu'elle faisait, c'est que la banque ne garde pas toujours le prêt. Hein. Elle peut te prêter, par exemple, je sais pas, tu vas acheter une voiture, tu vas à la banque, tu prends 20 000 euros. Ok? Un prêt à 20 000 euros, machin. Des fois, la banque, ce qu'elle se dit ceci, regardez comment ils calculent. Ils disent, c'est 20 000 euros. Si ce gars nous les rembourse avec les intérêts, ça fait 28 000. Il va nous rembourser 28 000. Mais il va les rembourser sur la durée. Nous, on veut l'argent maintenant. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vendre la dette. La dette qui est sur papier, ils vont la vendre à d'autres. Ils vont la mettre sur le marché, un marché de la dette, et puis ils la vendent à d'autres. Donc, quelqu'un arrive, il leur dit, écoutez, je vous donne par exemple 22 000 euros, tout de suite, sur canapé, tout de suite, et après la dette est à moi. Donc, la banque signe maintenant le contrat à 20 000 euros. 2 heures plus tard, elle reçoit 22 000 sur ce contrat, mais après, le contrat n'est plus entre toi et la banque, mais il est entre toi et cet autre organisme qui a acheté la dette. Et lui, il a acheté parce qu'il espère justement gagner 6 000 euros facile. Il se dit, bon, moi je ne suis pas pressé, ou bien je pourrais revendre la dette plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce qu'on appelle le marché secondaire. Ça signifie qu'après, sky is the limit. Nous, ce qu'on voit, par exemple, on voit les actions. Par exemple, si on regarde l'économie, si je ne parle pas de la dette, je parle de l'économie classique, on est en train de parler, par exemple, des actions, n'est-ce pas? En bourse et tout ça. Mais il n'y a pas que le marché des actions. Il y a d'autres marchés derrière qui sont des instruments qui reposent sur les actions. Bon. On a prêté à qui mieux. Donc, ces gens ont acheté des maisons. Le prix de l'immobilier a augmenté. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle qui se dément jamais. C'est que si on a les banques qui commencent à distribuer l'argent facilement, quand on a des époques d'argent facile, il y a une inflation. Forcément, c'est un effet inflationniste. Parce qu'on a plein de gens qui ne pouvaient pas accéder à la propriété, qui aujourd'hui vont à la banque, prennent un argent facile. Il y a même des gens qui me disaient, j'avais 3 prêts. Il y a des gens, ils me disaient, je suis arrivé à la banque pour je sais plus quoi. Il y a un gars, il me dit, je suis arrivé à la banque pour changer d'adresse. Il est parti à sa banque pour changer d'adresse. Vous savez ce qu'il dit le gars au guichet? À propos, vous ne voulez pas un prêt immobilier? C'était ça, mes amis. C'est pas comme aujourd'hui où pour obtenir un prêt immobilier, tu passes des semaines. À l'époque, c'était ça. Et tu sors avec le prêt immobilier. Il me dit oui. Il me dit oui, attendez 5 minutes, je vous ramène un conseiller, il va remplir les papiers avec vous. Et le mec, il sort, il a son prêt immobilier alors qu'il était parti à la base changer d'adresse. Vous voyez le truc? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une inflation sur l'immobilier. Et on a fait sortir une méga dette qu'on a revendue sous le titre subprime. Parce que c'était des dettes de mauvaise qualité, si vous voulez, mais on les a vendues partout. Et à un moment donné, il y a cet être étrange qu'on appelle la réalité qui est venu, pam, frapper. Ces gens qui ont acheté des maisons qui ne pouvaient pas se payer, qui étaient trop chères, et qui avaient des fois des emplois précaires, des emplois 0 heure, des emplois instables, qui étaient des fois dans du chômage longue durée, ne pouvaient pas payer. Donc assez rapidement, il s'est passé quoi? Assez rapidement, ils ont commencé à forecloser, comme on dit aux États-Unis, signifie, ils ont commencé à faire du default, à ne pas payer leur prêt immobilier. Et puis les maisons ont commencé à être repossédées, comme on dit là-bas, signifie la banque reprend la maison, mais la banque elle va faire quoi avec la maison? Parce qu'elle se retrouve avec plein de maisons, une rue entière, elle la prend, elle fait quoi avec? Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup de maisons ont été reprises. Donc, la banque va vouloir les vendre le plus vite possible pour pouvoir gagner un peu d'argent, rentrer un peu partiellement dans sa dépense. Que se passe-t-il à partir de là? On a beaucoup de maisons qui arrivent sur le market et puis le market collapse. À ce moment-là, on va créer des gens qui sont dans un default stratégique, pas un default financier, mais un default stratégique. Je vous raconte, je parlais à un Américain, il me dit ceci. Il a acheté une maison. Je crois que c'était pour 400 000 $, il venait de l'acheter. Quelques mois plus tard, le marché immobilier s'effondre à tel point que des maisons comme la sienne qu'il a achetée à 400 000 $, dans la même rue un peu plus loin, se vendaient à 280 000. Il me dit, pourquoi je vais moi payer une maison à 400 000 si je peux sortir du prêt maintenant et aller l'acheter 800 mètres plus bas dans la rue pour 280 000. Et je fais une économie de 120 000 en 5 minutes, on le comprend. Donc des gens commencent à faire du défaut stratégique. Ça signifie se dire, non, à ce prix-là, moi je ne paye pas. Ils peuvent prendre la maison. Hein. Venez la prendre, allez à vous, venez. Moi je ne paye pas à ce prix-là.
Donc, ceci a précipité l'effondrement. Donc on a eu la crise de 2008, qui a après contaminé, parce que toutes les institutions financières, par le biais de la dette qui s'internationalise, ah ben, tout le monde a été impliqué dans le même bateau, et puis bam. Il y a une réalité, ceux qui ont fait ça savaient ce qu'ils faisaient. Hein, vous savez, ceux qui ont fait ça n'étaient pas bêtes. Hein, ce que je suis en train de vous raconter, c'est le b.a.-ba. Je suis pas en train de vous raconter un truc compliqué. Et bien sûr, ceux qui l'ont fait, hein, ceux qui ont ourdi ce système-là, c'est des gens qui ont fait des études financières, qui ont passé des années dans des fois de très grandes universités, tout ça. Donc ils savaient, ils n'étaient pas sans savoir hein, que ça allait collapser. Mais par contre, je vous raconte une histoire. Il y a un truc, c'est que comment réfléchir au long terme, et ça c'est le gros problème de l'entreprise aujourd'hui, et même pas de l'entreprise, du monde occidental en général. Comment concilier le long terme et le court terme? Pourquoi? Sur le long terme, on a un collapse. On le voit. On sait que ce qu'on est en train de faire va causer un collapse ou un effondrement. Mais sauf que nos primes à nous, nos bonus, ils sont rattachés à une performance trimestrielle. Moi, je suis, je sais pas, moi, imaginons, je suis en 2017, enfin 2007, je suis banquier dans une grande boîte, je sais pas, moi, je suis à la Chase Manhattan, machin, et puis je dois décider de distribuer des millions et des millions. Mon bonus à moi, il est associé à la performance sur les 3 prochains mois. Hein, on a des aujourd'hui, ce qu'on fait, on a des, quand on est dans le monde de l'entreprise, on a des targets ou des cibles de performance annuelles, mais qui sont divisées en cibles trimestrielles, et ça déclenche des bonus. Ça déclenche, il y a un pot d'argent qui est là, si tu veux l'obtenir, il faut que tu atteignes ton objectif. Donc moi, si la banque me dit, si tu arrives à prêter ces 50 millions qu'on te donne sur le compte à gérer, si tu arrives à les sortir et nous ramener en échange des contrats de prêt, ça te débloquera un bonus d'1 million de dollars. Ah ben moi je le veux ce bonus. Après moi le délai, je m'en fiche si la banque collapse dans 2 ans, 3 ans. Elle est à mon père la banque, je vais l'hériter, c'est mon truc perso, non. Donc qu'est-ce que je fais? Je distribue les 50 millions, juste tu viens, du moment que tu arrives à tenir debout, tu n'as pas 2 têtes ou un truc comme ça, tu signes, tu prends l'argent et tu pars. Moi, par la suite, je fais comme tout le monde, hein, parce que je suis pas le seul. Hein. Vous savez, ce qu'on aime bien, c'est quand tout le monde le fait. Hein, parce que tout le monde, vous savez, sur le plan moral, hein, on est presque dans une philosophie kantienne ici. Mais franchement, si tout le monde le fait, bon, ça devient le bien. Alors, tout le monde le fait, je le fais aussi. 3 mois, je prends mon bonus. Bon, cette fois-ci, j'ai payé ma résidence principale. Bam. 3 mois plus tard, un autre bonus qui tombe. Cette fois-ci, je prends une maîtresse ou 2. Bam, la prochaine fois, je vais m'acheter le bateau. Machin. Puis au bout d'un moment, il y a tout qui s'effondre sur nos têtes. Moi, ce que je fais, je m'exite tout de suite. Tout de suite, je pars et je vais ailleurs. Je glorifie un petit peu mon profit. J'obtiens un poste à plus haute responsabilité. Puis je me dis, oula, c'est passé à côté. J'étais à 2 doigts de me ramasser. Mais au fond, c'est ça réellement le problème. C'est ça le problème, c'est qu'on a des entreprises qui payent, qui veulent exister sur le long terme, mais elles ont des objectifs à court terme. Parce que la loyauté n'existe pas. Imaginons ceci, juste pour rire, hein, juste pour dire. Imaginons qu'on a une situation suivante, que quand tu signes un contrat avec une entreprise, que ce soit à vie, bon, on n'est pas des esclaves, mais on sait comment, tu signes un contrat à vie. Ça signifie que tu dois travailler à cet endroit jusqu'à ta retraite, t'as pas le choix. À ce moment-là, vous imaginez que les gens feraient plus attention, ils se disent « Attends, moi, je réfléchis pas aux 3 prochains mois, moi j'ai encore 30 ans de carrière, j'ai 20 ans de carrière, j'ai 15 ans de carrière, j'ai pas envie que tout ça s'effondre sur nos têtes. » Donc à ce moment-là, les gens seraient beaucoup plus réfléchis. Sauf que ça c'est terminé, il n'y a pas de loyauté à l'entreprise aujourd'hui. L'entreprise n'est pas loyale, ils peuvent t'appeler, te virer du jour au lendemain, et puis toi aussi, quand quelqu'un t'appelle, il t'offre 10 000 de plus, tu pars. Donc, il n'y a plus de loyauté, ce qui fait que, au fond, tu es là pour faire du blé. Si tu arrives à débloquer tes stock options sur les 3 prochains mois, les 6 prochains mois, 9 prochains mois, bon, tu t'en fiches. Après, par la suite, bon, voilà, tu as de l'argent sur canapé, bon, tu pars. Non, vous voyez ce que je veux dire? La crise des subprimes n'est pas une crise financière, vraiment, c'est une crise morale, en réalité. Parce que sur le plan du mécanisme financier, je veux dire, bon, voilà, regardez, comment s'appelait la banque? Il y a une banque. Ah, le nom m'échappe. Ils ont poussé le vice jusqu'à créer des crédits
pour des clients qui ne savaient pas. Ils ont émis des cartes de crédit chez des clients qui n'avaient rien demandé, tout ça. Je veux dire, ils allaient sur l'ordinateur et ils faisaient rentrer. Bon, après, la banque a morflé, elle a pris je sais pas combien de millions et millions d'amendes. Mais là, c'est la banque qui a payé le million d'amendes. C'est pas les gens qui ont pris des bonus qu'ils ont payés. Donc moi, quelque part, tu me recrutes dans une banque. Tu me dis, je remplis, je vois tous les collègues en train de remplir, je remplis aussi. J'obtiens mon bonus. Après, quand je pars, si la banque plus tard se fait gauler et puis elle paye 100 millions, moi, qu'est-ce que j'ai à cirer? Ils vont pas venir me faire vendre mon bateau pour payer leurs 100 millions, quoi. Ils vont les payer, puis c'est tout, ils s'écrasent. Vous voyez? C'est ça. Problème moral. C'est pas un problème financier que nous avons. C'est pas un problème économique que nous avons. C'est beaucoup plus deep, c'est beaucoup plus profond. C'est peut-être même un problème spirituel, c'est peut-être même un problème existentiel dans l'Occident d'aujourd'hui. Si on commence à le voir au niveau de l'argent, des finances, des instruments, tout ça, ok, on peut l'expliquer sur cette échelle, mais on ratera peut-être l'essentiel. Je continue. Donc, en 2008, il y a la maison qui s'effondre sur leur tête. Que font les États? Ils commencent à financer les banques. Ils commencent à donner l'argent aux banques. Ça signifie, on a parlé à cette époque-là, on a parlé de la soit trop grande pour faillir. On disait, c'est des banques très grandes, on ne peut pas leur permettre de tomber en faillite. Donc on leur donne de l'argent du contribuable. Ça signifie ce qu'on était en train de faire, on était en train de mutualiser les pertes. Donc on dit aux banques, et ça attention, ça crée encore des raisons de continuer et de persister dans le vice. Pourquoi? Parce que ça crée une sécurité à laquelle les banques ne s'attendaient pas, ça crée une sorte d'airbag que, tu sais quoi, si jamais, au pire, qu'est-ce qui va-t-il se passer? Eh ben, l'État prendra l'argent des contribuables, nous le paiera, nous le donnera, donc il n'y a pas de problème. Donc vas-y, juste lâche-toi. De toute façon, on est considéré too big to fail, hein, si on a trop besoin de nous. Donc, au pire des cas, lâchons-nous, et puis de toute façon, l'État paiera. Okay. On a injecté de l'argent dans les banques, et puis on a baissé les taux d'intérêt. Ça signifie que les taux d'intérêt étaient par moments zéro, je pense même il y a eu des époques et des moments d'intérêt négatifs. Ça signifie que vraiment, on distribuait de l'argent, mais alors à fond. À ce moment-là, les entreprises allaient se financer, et eux, ils ne financent pas chez CTLM, donc ils allaient se financer et obtenaient de l'argent pratiquement zéro. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Ils ont commencé à investir massivement. Aux États-Unis en particulier, parce que contrairement à l'Europe, vous savez, l'Europe, j'ai envie de vous dire un truc, parce qu'on parle spirituel. C'est vrai que je suis en train de faire une vidéo sur l'économie, mais vous savez, la spiritualité n'est pas très loin en général, ces choses-là. Vous savez que, par exemple, quand aux États-Unis, on a commencé à distribuer de l'argent en masse, la plus grande partie de l'argent qui a été reçu par les entreprises informatiques et autres, c'était un argent étatique. Ça signifie que l'État américain était en train de financer, la Chine le fait aussi, était en train de financer les entreprises américaines. Vous voyez? Là, l'État américain injectait de l'argent dans les entreprises américaines. Alors qu'en Europe, nous, on a des règles, on ne peut pas faire ça. Et si on donne, on a donné un peu d'argent une fois à Air France, il y a d'autres compagnies qui ont porté plainte, il faut que la compagnie rembourse et tout ça. Ça signifie que l'Europe se shoot dans le pied. Ça signifie que l'Europe joue perdante. Hein? En Europe, on joue perdant. On joue pour perdre, on joue pas pour gagner. Et on est contre nous. Ça signifie que les gens, les Américains, les Chinois, les autres nous font de la concurrence déloyale. D'ailleurs, je suis contre le mot concurrence déloyale. La concurrence est toujours déloyale, quelque part. Hein. Les gens se donnent des avantages. Maintenant, toi, si tu es trop bête pour te donner ces avantages-là, bon, tant pis pour toi. La Chine a subventionné ces entreprises. Et elle le fait jusqu'à maintenant. Les Américains l'ont fait de manière détournée. Des milliards ont été injectés dans leur économie. Et ces boîtes-là, par la suite, sont venues dominer le marché européen. Pourquoi? Parce que pendant que l'Europe tuait ces entreprises sous les taxes, les réglementations, leur interdisant de toucher des aides et tout, eh ben les entreprises américaines venaient faire de la prédation chez des entreprises, sur des marchés qui normalement, sur le plan géographique, devaient appartenir à des entreprises européennes, qui devaient créer de la valeur en Europe, créer de l'emploi en Europe. Eh bien, des entreprises américaines sont venues faire de la prédation sur ce marché-là. La preuve, vous savez que le ministère... quel ministère? Santé, en France, a mis les données chez Microsoft. Chez le cloud Microsoft, qu'on appelle le cloud Azure. Hein? Les Américains, regardez, les 3 grands clouds au monde, c'est qui? Les 3 grands clouds au monde, c'est AWS. C'est de Amazon, américain. Ils ont des data centers dans le monde, mais ils sont américains. On a quoi? Quel est le second dont on parle dans le monde de l'entreprise? Ceux qui ne veulent pas AWS, ils vont chez qui? Ben, ils vont chez Microsoft avec leur cloud qu'on appelle Azure. Azure, c'est américain, c'est Microsoft.
Ceux qui veulent ni l'un ni l'autre, ils vont chez qui? Beaucoup de startups vont là. Ils vont chez GCP, Google Cloud, Google, américain. Donc, je veux dire, bon, tu as un choix, tu as trois grands clouds, tu choisis celui que tu veux, mais tu choisis comme tu veux, ça sera toujours américain. En Europe, pendant ce temps-là, on a créé OnlyFans pour vendre nos filles. Pour que nos filles, nos adolescentes, puissent aller se vendre sur Internet, faire de la prostitution numérique. Tu vois le truc? Si c'est pas spirituel, ça, ce que je suis en train de te raconter, alléluia, si c'est pas spirituel, ce que je suis en train de raconter, si ce n'est pas biblique, voilà, d'accord? Il y a quelque chose sur le plan civilisationnel. Il y a une maladie, un cancer civilisationnel aujourd'hui, qui est en train de ranger l'Occident de manière générale, l'Europe de manière particulière. Je continue. Donc, l'argent facile a été distribué pendant des années. Par la suite, on arrive à la fin des années 2010. On a début 2020 cette histoire du Covid. Qu'est-ce qu'on fait? On va freiner complètement l'économie. On nous disait il faut suivre la science, mais en réalité nous étions en train de suivre le Parti communiste chinois. D'accord, c'est vraiment ce qu'on est en train de suivre, parce qu'eux ils donnaient les instructions et son patron, M. Xi, est devenu de facto le chef du monde. Il disait ce qu'on devait faire et nous on faisait ça. Donc on a arrêté l'économie et on a découvert qu'on ne peut pas juste arrêter l'économie, la redémarrer juste comme ça à la manivelle. On ne peut pas. Donc à l'époque, beaucoup d'argent a été imprimé. On a payé des gens pour rester à la maison. On a plombé des gens, on leur a dit vous restez à la maison, vous ne travaillez pas. On vous paye. L'argent est venu d'où? Il est venu de devine. C'était de l'endettement, c'était de l'imprimante, tout ça. C'est pour ça qu'on a une crise inflationniste aujourd'hui. La pound, la livre sterling est carrément une monnaie de singe aujourd'hui, pratiquement. Donc, il y a eu une méga inflation. Que font les banques centrales? Aux États-Unis, mais après nous on est des suiveurs, tu sais. Moi aujourd'hui je m'intéresse même plus au taux d'intérêt des banques européennes. Tu sais pourquoi? Je te dis un truc simple. Regarde ce que fait la Fed aux États-Unis et après ils vont suivre. Donc en fait, tu t'intéresses toujours au patron, tu t'intéresses pas aux employés. C'est toujours ce que décide le patron. Le patron c'est la Fed, donc après eux ils vont suivre. Donc la Fed a commencé à augmenter les taux d'intérêt pour en fait endiguer l'argent facile, pour freiner la facilité de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ça. Il y a aussi encore autre chose dont on n'a pas beaucoup parlé, je pense, dans cette équation. Alors là, je vous la donne entre guillemets, mais je pense que ça mérite réflexion. C'est le fait que les Américains, d'habitude, ils faisaient quoi? Ils impriment du dollar par l'entremise de la Fed, qui est une entreprise privée. Donc ils impriment, parce que Fed veut dire fédéral, machin, mais elle n'est pas plus fédérale que Fédéral Express, juste pour vous dire. Donc, la Fed leur sort les dollars, et ils diluent où les dollars? Parce que un des trucs, si tu veux imprimer de l'argent, mais éviter l'inflation ou réduire l'inflation, tu dois le distribuer sur un bassin de dilution le plus large possible, donc sur la planète idéalement. Et c'est ce qu'ils faisaient pendant longtemps. Ils imprimaient, ils diluaient sur la planète, le dollar perdait de la valeur quand même. Tu regardes le dollar... Il a perdu, je sais plus, je crois. Regarde les chiffres, j'ai pas des chiffres en tête, mais depuis les années 70, il a dû perdre facilement 80-90%, même plus de sa valeur, par l'inflation liée à l'impression du dollar. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça a été malgré tout freiné par le fait qu'il était sur une distribution mondiale. S'il n'y avait pas de distribution mondiale, il serait passé quoi? Il aurait perdu sa valeur, pas en 40 ans ou en 50 ans, mais il aurait perdu sa valeur en 6 mois. Il serait devenu le Zimbabwe. On serait aujourd'hui, tout le monde serait milliardaire aux États-Unis. Il faudrait un billet d'1 milliard pour acheter une baguette de pain. Tu vois le truc? Donc, le fait de pouvoir le distribuer à l'extérieur a créé un freinage. De l'inflation. Donc, il pouvait s'en sortir avec une inflation lente, la technique du voleur chinois, lente, de sorte que personne ne s'en aperçoive. Maintenant, que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que maintenant, on est dans une dédollarisation. Le monde est rentré furieusement avec les BRICS, avec ce qui se passe en Russie, tout ça, est rentré dans une phase de dédollarisation brutale, accélérée, de sorte que les Américains sont en train de se noyer sous les dollars qu'ils impriment, parce qu'il y a de moins en moins de débouchés pour leurs dollars. Et donc, ça dévalorise encore plus le dollar. Ne comparez pas à l'euro, mais dans l'absolu, par rapport à sa capacité d'acheter des produits réels, comme l'or par exemple, vous voyez que le dollar est en train de se dévaluer. Et ça va accélérer de plus en plus. Donc, la Fed, son seul moyen, sa seule rustine qu'elle a trouvée, c'est augmenter les taux d'intérêt.
Et quand elle augmente les taux d'intérêt, les entreprises qui étaient endettées, qui ramenaient de l'argent à taux zéro en pensant que ça allait rester éternellement. Donc ils ramenaient de l'argent à taux zéro et ils investissaient. Elles ouvraient des départements à droite à gauche, recrutaient des milliers de personnes. Elles avaient la recrutite. Pourquoi la recrutite? Parce que la recrutite, elle a deux intérêts. Pour l'entreprise, ça lui permet de montrer une croissance. Non, forcément, hein. Si tu as une entreprise, tu dis nous sommes 25 000, hein, c'est mieux que si tu dis nous sommes 2500. Hein. C'est clair, 25 000, bon, ça a de la gueule, hein, ça fait une grande entreprise. Mais le fait qu'il y a une recrutite, c'était justifié par de l'argent facile, premièrement. Deuxièmement, la recrutite à l'intérieur de l'entreprise vient du management. Parce que le manager, lui, il n'est pas là pour l'entreprise, il est là pour son CV, il est là pour sa gueule, lui aussi. Enfin, on est dans un monde où chacun est pour soi, je pense que tu l'as compris à ce stade. Donc, qu'est-ce qu'il fait le manager? Le manager, il commence à pousser pour de plus en plus de recrutement. On se comprend. Pourquoi? Parce que lui, il veut être le manager de 25 personnes au lieu d'être le manager de 3 personnes. Chacun travaille, chacun voit midi à sa porte. Chacun veut augmenter sa gloire, chacun veut se glorifier. Donc, sous la pression de ces managers, l'entreprise est partie dans une logique de recrutite. Et on a recruté, on a créé des postes et tout. Et parfois, franchement, il n'y en avait pas vraiment besoin. Mais on a créé, y compris des jobs complètement artificiels. Des gens qui passaient leur journée à créer des PowerPoint, à inviter tout le monde dans des réunions interminables, à créer des process et les changer 2 mois plus tard et tout ça. Ok. Quoi encore? Quand les taux d'intérêt ont augmenté, les entreprises qui sont endettées ont réalisé que maintenant, il va falloir servir une dette qui devient très coûteuse. Donc il faut faire quoi? Il faut réduire les dépenses. Comment réduire les dépenses? Première dépense d'une entreprise, en général, c'est la masse salariale. Donc, on vire du monde. Le truc, c'est quand on commence à virer du monde, et on le fait en une sorte de vague de fonds qui arrive, eh ben, on vire peut-être des gens qui ne servaient à rien, qui ont été recrutés dans un cadre, on va dire, de recrutite, mais on va aussi recruter des gens qui créent de la valeur. C'est ça. C'est-à-dire que quand on prend une entreprise comme Intel, je vous en parlais au début de la vidéo, qui vire 15 000 personnes, ok, elle va peut-être virer des gens qui n'auraient même pas dû être là au départ, mais elle va aussi virer des personnes qui fabriquaient des processeurs, qui développaient les générations de processeurs de demain et tout ça. Vous voyez? Donc, leur capacité d'innover par la suite va être baissée. Leur capacité de créer de la valeur va être baissée. Et elles le savent. C'est pas qu'elles le savent pas. C'est pas que moi je suis en train de leur apprendre. C'est pas ça. Elles le savent, mais elles sont dans une logique de survie. Elles sont dans une logique de sauver les meubles. Parce que leurs revenus se fracassent. Leur dette est très haute. Elles doivent payer de plus en plus d'argent pour cette dette-là. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles virent du monde et elles réduisent leurs dépenses. Elles gèlent leurs projets. Elles gèlent leurs dépenses. Sur tous les plans. Hein, il y a des compagnies, la machine à café, ils l'ont retirée. Oui, mais quand chez Intel, on retire la machine à café, l'entreprise qui vend la machine à café, elle fait quoi? Elle ne peut plus les vendre. Parce que soudainement, il n'y a plus rien. Soudainement, il n'y a personne qui veut des machines à café. Et ainsi de suite. Toutes les entreprises sont en train de couper. Elles ne sont pas seulement... Il ne faut pas voir les 15 000 personnes seulement. On vire 15 000 personnes, mais il y a d'autres choses qui n'arriveront peut-être pas dans les médias qu'on est en train de faire. C'est la réduction des coûts. On annule des projets, on arrête des projets, on ferme. Mais comment on va faire de l'argent si chacun est en train de tout fermer, de tout verrouiller, si chacun veut garder les sous pour soi? Comment on fait? Or, il y a un truc. Dans une économie qui est en leverage, dans une économie qui marche avec la dette, et c'est pour ça que je vous disais que la dette, l'usure, peut s'aborder une civilisation depuis ses bases. Quand on a une économie qui est en leverage, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, c'est une économie qui a besoin d'une sphère de circulation très dynamisée, qui a besoin du même euro qui circule 25 fois par jour. Hein? Alors, je vous l'ai dit une fois, moi quand je paye, mettons, je donne un exemple. Le garagiste, hein, il reçoit 1 000 euros d'un client pour une grosse réparation sur une voiture. Croire qu'aujourd'hui, 1 000 euros, c'est pas une petite réparation, vu le prix des garagistes. Mais néanmoins, il reçoit 1 000 euros. Donc, tout de suite, il va appeler son apprenti, il va dire hey, ton salarié là, viens, passe à la caisse, voici 1 000 euros.
L'apprenti, il le prend, à midi, il part chez son proprio, là où il loue son studio, bam, il pose les 1000 € sur la table, il va payer 1000 € de loyer. Après, le proprio, il va courir chez le dentiste, hein, il va aller voir la secrétaire, bam, il va donner 1000 € à la secrétaire, ok, merci, et il va payer son prochain bridge, son prochain travail dentaire, autre, ok. Le dentiste, il est très content d'avoir cet argent, il va payer son assurance, c'est en train d'exploser les prix des assurances médicales, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que les mêmes 1000 € ont libéré peut-être 5 ou 6 000 € de dettes en quelques heures. Hein. 5 ou 6 000 € de dettes que les uns avaient envers les autres ont été effacées. Hein. Il y a quoi comme dette? Il y a la voiture réparée, la dette effacée. Il y a le salaire de l'apprenti qui a été effacé, c'est une dette, il a été effacé. Il y a le loyer qui a été effacé. Il y a le bridge dentaire a été effacé. Donc vous voyez que le même argent, hein, c'est pour ça que la sphère de circulation est importante, parce que le même argent va pouvoir effacer beaucoup de dettes. On peut avoir 1 euro, on peut avoir 1 euro potentiellement. Je ne sais pas si j'en ai un ici, hein, j'en ai peut-être pas. Hein. Voilà, j'ai pas un euro. Ouais, non, j'ai quelques petites pièces plus petites. Mais si ça se trouve, cette petite pièce que vous voyez ici, elle va, hein, si je la lâche en circulation, ça fait des années qu'elle est dans la voiture, mais si je la lâche dans la sphère de circulation, elle pourra annuler 100 000 € de dette en un mois. Hein, vous voyez le truc? C'est ça le problème. Or, quand on est dans une telle économie, que se passe-t-il quand c'est pas cette pièce-là qui reste dans la voiture, mais que chacun bloque l'argent sur son compte? Il n'y a plus de circulation. Quand il n'y a plus de circulation, c'est la mort. C'est fini. C'est fini pour un système pareil. Il va à l'effondrement. Voilà ce qui est en train de se passer vraiment. C'est ça le... Pardon. La mécanique aujourd'hui implacable de l'effondrement économique. Ça signifie que c'est vraiment quelque chose qui est spirituel d'un côté, qui est venu de l'égoïsme des uns et des autres, qui est venu d'une incapacité à voir loin, d'avoir plus loin que le bout de son nez, qu'on est dans des combats, si on regarde sur le plan civilisationnel, on n'est pas en guerre avec la Chine, je suis d'accord, on n'est pas en guerre avec les États-Unis, tout ça, on n'est pas en guerre avec le reste de la planète, c'est pas le but. Mais ce que je cherche à dire, c'est que on se mesure aux autres nations, on se mesure avec ces nations sur le plan civilisationnel. Or, on ne peut pas se mesurer avec une nation si on voit les trois prochains mois. C'est pas possible. Même sur le plan politique, les gens réfléchissent d'un mandat à l'autre. On n'a plus d'hommes d'État qui se projettent sur 100 ans, sur 50 ans, sur plusieurs générations. Ça n'existe pas, ça. Aujourd'hui, la vision, c'est maintenant. Hein, je veux tout maintenant. Hein, ça, c'est le matérialisme. Hein, c'est la croix à l'envers. C'est réellement l'instant. C'est la suprématie de l'instant sur l'éternité. Et ça, c'est vraiment le cœur du matérialisme, l'instant sur l'éternité. Donc à partir de là, on est en train de vivre l'instant, mais il ne faut pas s'étonner que les prochains instants qui vont arriver, on va morfler. Parce qu'on a tout sacrifié pour le maintenant. Vous voyez? Parce que demain n'existe pas. Dieu est mort, Nietzsche disait. C'est le début du postmodernisme. Vous voyez, c'est une fois que Dieu est mort, bon, on est tout seul, on est abandonné, bon, on va tout faire maintenant, voilà. Il n'y a plus de demain. Il n'y a plus de demain. Il n'y a plus rien. C'est fini. Oui. Voilà les amis, j'étais venu pouvoir en parler d'Intel, hein, parce que je viens de vous dire, c'était même pas prévu au programme, hein, je voulais vous parler d'Intel qui a viré 15 000 personnes. Mais bon, vous voyez, d'une seule nouvelle, on peut aller loin. Hein. On peut aller plus loin, et là encore, je n'ai pas sorti les versets bibliques. Hein. Mes amis, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Je parlerai une autre fois, je pense que j'ai assez dit. Et puis, ce que je peux vous dire, quelques conseils peut-être que je peux me permettre de vous donner, parce que j'ai pas envie de vous effrayer et partir. Essayez de... Faites un petit business à côté, si vous le pouvez. Développez un petit business à côté. Faites un peu d'argent de côté. Ça peut aider. Réduisez vos dépenses. Regardez les dépenses inutiles, réduisez-les. Ça vous permet de garder plus d'argent à la fin du mois. Mettez un peu d'argent de côté. Parce qu'aujourd'hui, honnêtement, le nombre de personnes qui ont perdu, je regarde juste les 6 derniers mois, le nombre de personnes sur mon LinkedIn qui ont perdu leur travail, ça peut arriver à n'importe qui. N'importe qui peut prendre son cartable, aller le matin, je ne vous le souhaite pas, mais ça peut arriver à n'importe qui. Il peut aller le matin, et puis revenir, il n'a plus de travail. Ça arrive vite. Développez-vous, développez vos compétences. Parce que si on doit virer, on vire tout le monde. Vous savez, quand ils ont viré 15 000 personnes chez Intel,
Faut pas croire que le gars qui est compétent n'a pas été viré. Faut pas croire que le gars qui est le cadre, le top, le machin, lui n'a pas été viré. Lui aussi est parti avec, je vous assure. Juste que, voilà, réduisez les chances ou la probabilité de vous retrouver dehors, même si c'est pas du tout sous votre contrôle, en essayant de vous développer personnellement, de développer votre réseau d'entreprise, d'aller vous rattacher aux équipes les plus essentielles. Si vous sentez que vous êtes dans une équipe qui n'apporte rien, il y a des gens qui me disent, des gens qui m'écrivent, ils me disent, c'est Aldo, je suis dans une équipe, il n'y a rien, il n'y a pas de travail, on fait des projets bidons, on fait des réunions qui servent à rien, tout ça. Si tu es dans cette situation-là, fais gaffe. Parce que tôt ou tard, quelqu'un dans l'entreprise prendra un Excel, ça peut être même un cabinet externe, prendra un Excel, commencera à regarder dedans et dira, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils foutent? Ces gens-là, pourquoi on les paye? Qu'est-ce qu'ils produisent? Alors si tu es dans cette situation-là, fais gaffe. Change de département. Ne te dis pas, oui, c'est cool, bon, je suis tranquille, je me la coule douce. Tu peux te la couler douce encore pendant 6 mois. Mais tu es un très bon candidat, toi et tous les gens qui gravitent autour de toi, pour être dehors. Donc fais attention à ça aussi. Essaye d'aller t'associer aux projets les plus essentiels pour les entreprises, des projets les plus vitaux. Ça signifie, dis-toi comme ça, pose-toi la question comme ceci. Si cette entreprise aujourd'hui devait fermer, ok, fermer, bon, c'est fermé, elle ferme, on jette les clés sous la porte et terminé. Mais mettons qu'on est juste à l'étape d'avant. Ils sont obligés de tout jeter. Ils ouvrent même la fenêtre, ils jettent la machine à café, ils jettent tout, hein, comme un navire en train de couler. Qu'est-ce qu'ils ne vont pas jeter? Quel est le dernier truc qu'ils jetteront que s'ils ne sont à la veille de la fermeture? Et associe-toi à ça. Le truc le plus important, voilà. Merci mes amis d'avoir écouté jusqu'ici, et puis on se retrouve dans une autre vidéo. À très bientôt.